Grand parmi les sages tant que parmi les traîtres, maître de l'Isengard et magiciens aux multiples talents, aujourd'hui, parlons de Saruman. Avant toute chose, merci d'être 18 000 à me suivre, ça me fait super chaud au cœur. Si vous souhaitez soutenir mon travail, aidez-moi sur Tipeee, à l'image de Ulrek, Adventure, Nerwen et Toufti, dont je ne remercierai jamais assez la générosité. Le lien est en fiche et en description. Merci d'avance. Place à l'épisode. Saruman fut créé par Ilúvatar avant la musique des Ainur, le chant créant toute chose. Il est donc appelé un Maya. Les Maiar étaient des esprits qui descendirent dans le monde pour aider les Valar à façonner la terre, Arda. Dans ses premiers jours à Valinor, il prit le nom de Kurumo ou Tarendor. Ces deux noms signifient homme habile ou rusé. Pour la compréhension de tous, je l'appellerai Saruman durant la vidéo. Comme Sauron au début, Saruman était un suivant de Aolé, le Vala forgeron. Il vint un temps où les Valar découvrirent les premiers-nés, les elfes, à Cuiviénen. Saruman fut l'un des 5 gardiens envoyés pour protéger ces êtres des forces maléfiques de Melkor. On ne sait pas combien de temps il resta, ni s'il accompagna les Eldar lors du grand voyage. Simplement qu'il fut envoyé pour les protéger. Durant tout le premier âge, rien n'est su des agissements de Saruman. Il resta probablement auprès des Valar à Valinor. Après la défaite de Morgoth, les Valar s'inquiétèrent de la montée en puissance de Sauron en Terre du Milieu. À Valinor, Manwë convoqua un conseil où il fut décidé d'envoyer des Maiar comme émissaires en Terre du Milieu pour aider les peuples libres à défier Sauron. Ce conseil s'est probablement tenu quelque part au milieu du Second Âge, peu après la création des Anneaux de pouvoir par les forgerons d'Eregion et Sauron. Il y fut décidé que ces émissaires, qui devinrent connus sous le nom de Istari, ou sorciers, devraient être puissants tels des pères de Sauron, mais renoncer à la puissance et se vêtir de chair, afin de traiter sur un pied d'égalité et de gagner la confiance des elfes et des hommes. Saruman, qui avait été envoyé au conseil par Aolé, se porta volontaire pour voyager en Terre du Milieu en tant qu'émissaire. Il fut nommé Premier Istar et devint le chef de leur ordre. Même avant d'arriver en Terre du Milieu, Saruman n'appréciait que très peu ses compagnons parmi les Istari. Olorin, que nous connaîtrons plus tard sous le nom de Gandalf, qui ne souhaitait pas se rendre en Terre du Milieu, fut chargé d'y aller par Manwë, en tant que 3e Istar. La jalousie de Saruman à l'égard de Gandalf commença ici, lorsque Varda dit de Gandalf qu'il n'était pas le 3e. Saruman fut chargé d'emmener Aywendil, plus tard nommé Radagast, avec lui pour plaire à Yavanna, ce qu'il ne voulut pas faire. Et cela conduisit à son mépris pour ce dernier, visible jusque dans les adaptations du Hobbit. En Terre du Milieu, Saruman fut connu en Sindarin sous le nom de Curunir, et le nom de Saruman évidemment. Comme les autres de son ordre, il avait pris l'apparence d'un vieil homme. Au début, il avait les cheveux d'un noir de corbeau et était vêtu de blanc. Bien que, vers la fin du 3e âge, ses cheveux dussent blanchir, hormis autour de sa bouche et de ses oreilles, où ils conservèrent leur couleur sombre. Il fut aussi vêtu non de blanc, mais de 1000 couleurs, de sorte que l'œil était trompé par les chatoiements iridescents de sa robe. Saruman et les Istari arrivèrent en Terre du Milieu sur un navire au Havre Gris en Lindon, vers l'an 1000 du 3e âge. À l'époque de leur arrivée, leur origine, leur nature, leur but et leur vrai nom étaient un secret pour presque tout le monde en Terre du Milieu.
Ayant été témoin de leur arrivée, Círdan était le seul à connaître la vérité sur leur identité et leur origine. Il choisit dès lors de donner Narya, l'un des 3 anneaux des elfes, à Gandalf pour l'aider dans sa mission. Círdan ne révéla les véritables origines des Istari qu'à Galadriel et à Elrond. Au bout d'un certain temps, Saruman apprit le don de Círdan à Gandalf et en fut jaloux, ce qui accrut la rancune cachée qu'il nourrissait à l'égard du magicien gris. Peu après son arrivée, Saruman se rendit à l'est des Terres du Milieu, accompagné des 2 mages bleus, Alatar et Pallando. Au bout d'1 millénaire et demi, il revint dans l'ouest, au moment où le pouvoir de Sauron reprenait de l'ampleur à Dol Guldur dans la Forêt Noire. Ce qu'il avait fait dans l'est et ce qu'il était advenu des 2 mages bleus, il ne voulut jamais en parler à qui que ce soit. Ou peut-être ignorait-il leur sort. Rien n'est certain, hélas. Lorsque le Conseil Blanc fut formé, vers l'an 2463 du 3e âge, Saruman en fut nommé chef. Dès cette époque, il avait commencé à sentir la résurgence de Sauron et à désirer son pouvoir, et en particulier son anneau unique. Par coïncidence, cette même année, l'anneau unique fut trouvé dans le fleuve Anduin par Gollum, ce qui rapprocha le Seigneur des Ténèbres du conflit qui allait finalement causer la perte de Saruman. Durant cette période, Saruman passa des années entières à Minas Tirith à étudier ses archives les plus obscures, dont certaines même n'étaient plus lisibles par les hommes de Gondor. Il est possible qu'il ait appris ici qu'un Palantir se trouvait toujours enfermé dans la tour d'Orthanc, à l'intérieur de l'anneau d'Isengard. Il proposa ainsi de faire de l'Isengard sa résidence et de commander aux défenses de l'Ouest. Cette proposition fut bien accueillie par le roi Fréalaf du Rohan et l'intendant Beren du Gondor, car Saruman était tenu pour sage parmi les sages. En l'an 2759, Saruman reçut la clé d'Orthanc des mains du roi de Rohan et de l'intendant de Gondor, espérant qu'il s'avérerait un allié important dans l'avenir. Là, il joua un rôle capital dans la défense des terres libres à l'ouest. À l'Isengard, il découvrit la pierre d'Orthanc, l'une des 7 pierres de vision, mais la garda secrète et cachée, en particulier au Conseil Blanc. Saruman prit contact avec les Ents de la forêt de Fangorn peu après son installation en Isengard. Sylvebarbe, le plus ancien des Ents, l'accueillit et lui donna libre accès à la forêt. Saruman consulta également le vieil Ent, apprenant de nombreuses connaissances antiques dont les Ents se souvenaient. Saruman ne lui rendit jamais l'appareil, se contentant d'écouter. Les Ents semblent également avoir eu un sens de l'ordre, de la manière dont les choses devraient être, sur lequel Saruman a manifestement empiété. Le croisement des hommes et des orques les a particulièrement inquiétés, sans commune mesure toutefois avec les autres préoccupations que les ennemis de Saruman auraient pu avoir, évidemment. La trahison de Saruman est également inquiétante, car les Istari sont censés avoir une responsabilité particulière. Saruman a utilisé les Ents de la forêt de Fangorn sans se soucier des conséquences. Il s'est clairement trompé sur les capacités et la volonté d'agir des Ents. Ce n'était peut-être pas aussi imprudent qu'il n'y paraît, car les conseils et les demandes de Gandalf, ainsi que l'inquiétude face à la montée en puissance de Sauron, et leur souhait de soutenir les troupes de première ligne de la guerre, le Rohan et le Gondor, ont largement contribué à l'action des Ents. Saruman avait manifestement la capacité de comprendre, au moins en partie, l'esprit des Ents lorsqu'il le jugeait utile. Il a réussi par exemple à convaincre Sylvebarbe de le libérer d'Orthanc en appuyant sur les bons points. Les Ents par exemple n'aiment pas l'idée d'enfermer une créature dans une cage. En l'an 2851, le Conseil Blanc se réunit et Gandalf révéla que la présence maléfique à Dol Guldur était bel et bien Sauron, et qu'il était revenu, et qu'il allait aussi attaquer, donc il fallait le prendre de vitesse. Saruman pensait cependant que Sauron lui serait utile dans sa quête,
En laissant le Seigneur des Ténèbres se renforcer, l'anneau unique finirait par se révéler, et Saruman espérait avoir suffisamment de force pour s'en emparer en premier, jusqu'à ce que cet événement se produise. C'est avec cette stratégie en tête que Saruman passa outre Gandalf. Il devint rapidement évident que le magicien blanc souhaitait posséder l'anneau unique pour lui-même. À cette époque, cherchant l'anneau sur les berges de l'Anduin, Saruman mit la main sur un joyau perdu presque aussi précieux, l'Elendilmir, la pierre d'Elendil, qu'il garda à Orthanc durant de longues années. Un épisode existe dans lequel je reviens plus en détail sur cette fascinante pierre. Il s'aperçut rapidement que Sauron avait une meilleure connaissance de l'emplacement possible de l'anneau unique qu'il ne le pensait. Et, en 2941, date de la quête d'Erebor par Bilbo et Thorin, ainsi que de la bataille des Cinq Armées, il consentit finalement à une attaque sur Dol Guldur contre Sauron, à la suite de laquelle Sauron feignit la fuite et se retira au Mordor. En l'an 2953, les sages se réunirent à nouveau pour débattre de la question des anneaux de pouvoir. Saruman fit taire le conseil en prétendant savoir que l'anneau unique était à jamais perdu dans la Grande Mer. Après leur dernière réunion et la mort de l'intendant Turgon, Saruman s'empara d'Isengard et le fortifia encore. Jaloux et effrayé par Gandalf, il mit en place des espions pour surveiller tous ses mouvements. Il découvrit ainsi l'existence de la comté et nota l'intérêt de Gandalf pour elle. Il commença à envoyer des agents à Abri et dans le quartier du Sud. En tant que seigneur d'Isengard, Saruman commença à semer le trouble au Rohan en aidant ses ennemis, les sauvages du pays de Dune. Mais les sages se méfiaient déjà de lui. Aragorn II, oui, celui-ci, tenta même de conseiller l'intendant Ecthelion II de ne pas faire confiance à Saruman pour l'aider à lutter contre Sauron. Le Seigneur des Ténèbres s'était ouvertement déclaré en Mordor. Il établit le contact avec Saruman grâce à la pierre d'Ithil, que ses sbires avaient capturée à Minas Ithil. Par sa jalousie envers Gandalf, son orgueil et son arrogance grandissant, et grâce à l'utilisation du Palantir, Saruman fut pris au piège par Sauron. Utilisant soit les connaissances de son nouvel allié, soit les connaissances de l'Eregion perdu, Saruman fabriqua son propre anneau inférieur et chercha à imiter Sauron. Sa corruption fut complète vers l'an 3000. Le sorcier avait l'intention de partager le pouvoir du Seigneur des Ténèbres d'une manière ou d'une autre. Il aiderait à la victoire de Sauron pour gagner son approbation et devenir son égal, ou le tromperait et essayait de le supplanter en acquérant l'anneau unique pour lui-même. Prélude à sa chute, un tel plan ne pouvait que précipiter sa fin. À peu près à la même époque, dans une tentative de contrôle du Rohan, Saruman acheta l'allégeance du principal conseiller du roi Théoden, Grima, qui conseilla alors au roi, malade, de ne rien faire face à la résurgence constante des armées de Sauron au Rohan. La trahison de Saruman et de Grima aurait paralysé la puissance militaire du Rohan et permis à Sauron de devenir le seigneur du royaume si Gandalf n'était pas intervenu plus tard et n'avait pas révélé à Théoden les véritables intentions et desseins de son bras droit, en guérissant le vieux roi et en revitalisant son pouvoir politique et militaire. Le magicien blanc avait envoyé des espions pour négocier l'achat d'herbes à pipe de la comté, en préparation de la guerre, et pour se renseigner surtout sur les hobbits partis récemment, dans l'espoir de découvrir lequel d'entre eux possédait l'anneau unique. Saruman ne révéla ses véritables intentions que lorsque Gandalf lui présenta la découverte et l'emplacement de l'anneau unique le 10 juillet 3018. Gandalf arriva donc à Isengard et Saruman exigea que le magicien gris se soumette à lui ou à Sauron. Saruman se présenta alors sous le nom de Saruman aux multiples couleurs, Saruman le créateur d'anneaux. Et lorsque Gandalf refusa de rejoindre son nouveau seigneur ou de lui parler de l'anneau, il le retint captif à Isengard. C'est sans doute pendant la captivité de Gandalf à Orthanc que Saruman commença à rassembler ses troupes d'orques, d'hommes du pays de Dune et d'Uruk-hai en une armée massive.
puisque quand Gandalf était arrivé à Isengard, la nature autour n'avait pas encore été détruite, ni même détériorée. Du haut de la tour, Gandalf pouvait voir que Saruman rassemblait ses hordes d'orques et de loups dans ses fosses et ses forges, à la fois au service et en concurrence avec Sauron. Il est permis de supposer que si les choses avaient évolué un peu plus lentement, son pantin, Grima, aurait pris le contrôle total du Rohan et les Rohirrim auraient été réduits en esclavage ou détruits. Les plans de Saruman ont donc probablement échoué parce que, comme Sauron, il a été forcé de révéler sa main plus tôt que prévu par la fuite de Gandalf et qu'il n'a donc eu que peu de temps pour perfectionner ses plans. Comme le magicien blanc se considérait manifestement comme non déchu, il croyait sincèrement avoir une chance de convertir Gandalf à sa cause, et il s'est senti complètement trahi lorsqu'il a essuyé un refus. Gandalf s'échappa, et la trahison de Saruman et son allégeance avouée à Sauron furent connues du reste du Conseil Blanc lorsque Gandalf en fit état au Conseil d'Elrond qui s'ensuivit. Saruman ne tarda pas cependant à trahir son maître Sauron en mentant au roi sorcier lorsque celui-ci arriva à Isengard. Sauron avait envoyé les Nazgûl à la recherche de Sake, qui avait trouvé l'anneau unique des années auparavant, et de la comté, sa maison. Saruman prétendait ne rien savoir de la comté. Mais le seigneur de Minas Morgul et sa troupe n'avaient pas la force d'attaquer l'anneau d'Isengard, et Saruman le savait très bien. Il leur dit alors qu'il croyait que Gandalf savait où se trouvait l'anneau, et les Nazgûl s'en allèrent à la recherche de Gandalf et de Sake. En septembre de l'an 3018, les Nazgûl capturèrent l'un des espions de la comté, qui raconta tout au roi sorcier, trahissant Saruman et révélant la double trahison du sorcier. Ils s'emparèrent également de cartes et d'informations concernant la comté et surtout concernant Sake. Perçu comme un traître par les peuples libres et craignant d'être pris pour un vassal infidèle du Mordor, Saruman mit tout en œuvre pour rassurer Sauron sur son engagement, ou pour obtenir l'anneau unique pour lui-même, qui sait. L'échec de la capture de l'anneau à Emin Muil ruina encore plus les plans de Saruman, car il fut révélé sans erreur possible comme un traître à Sauron. Se trouvant dans une position plutôt précaire et inconfortable, Saruman ne pouvait qu'espérer acquérir l'anneau ou convaincre Sauron de sa loyauté. Il mit donc en œuvre une stratégie agressive consistant à attaquer le Rohan, à tenter de tuer Théodred, le fils héritier du roi, et à envoyer des espions pour refroidir Frodo dans sa fuite de la comté, ainsi qu'à envoyer des groupes de bandits sur les routes que la compagnie de l'anneau serait susceptible d'emprunter pour se rendre au Gondor. Ironiquement, l'un de ces groupes captura Peregrine Took et Meriadoc Brandebouc et les transporta dans la forêt de Fangorn, juste à temps pour mobiliser les Ents. Gandalf soupçonna également Saruman d'avoir trouvé et détruit les restes d'Isildur, qui avait porté l'anneau avant qu'il ne soit perdu. Cette idée est confortée par le fait qu'il ait retrouvé l'Elendilmir. Le réseau de Saruman dans la comté ne parvint pas à capturer Frodo. Gandalf rallia le Rohan à la victoire, et Homer arrêta son groupe armé, mais le troisième maréchal ne réussit que partiellement, et le contrôle de l'Isengard fut perdu au profit des Ents. Conscient de sa défaite totale, Saruman envisagea brièvement de se repentir de ses actes, mais au dernier moment, il ne put s'y résoudre. Qu'il ait eu l'espoir de s'échapper et qu'il ait été trop fier pour se rendre à Gandalf, ou encore qu'il ait cru que son maître lui pardonnerait, Saruman refusa de quitter les murs rassurants de sa forteresse. Ainsi, il tenta une dernière fois de rallier Théoden et Gandalf à sa cause, mais il échoua. Son bâton fut brisé et il fut exclu de l'ordre des Istari. Mis à l'écart des dernières étapes de la guerre de l'anneau et incapable d'être utile à Sauron, il réussit finalement à convaincre ses ravisseurs, les Ents, de le laisser quitter Isengard, car apparemment la magie de sa voix subsistait encore. D'ailleurs, puisque nous en parlons, sa voix et ses paroles étaient extrêmement convaincantes, plus puissantes que la simple rhétorique. Lorsqu'il se concentrait et que ce pouvoir, il l'envoyait sur une seule personne ou un groupe de personnes, il pouvait influencer leur cœur, semer des peurs et des mensonges à sa guise. Selon la stature de l'auditeur, ce sort pouvait durer aussi longtemps que le discours, ou bien s'enraciner en lui et durer éternellement. La voix de Saruman était si puissante
qu'il put convaincre même le roi sorcier qu'il ne savait rien de l'anneau unique ni de la comté. Cependant, sa voix n'était pas hypnotique, mais persuasive. Et le véritable danger qu'elle représentait pour l'auditeur n'était pas de tomber en transe, mais simplement d'être d'accord avec les propos qu'elle énonçait. En route vers le nord du pays de Dune, Saruman et Grima furent confrontés à Gandalf, Celeborn, Galadriel et les Hobbits. Mais ils passèrent pour des mendiants égarés, car Saruman donna un coup de pied à Grima pour qu'il s'en aille, et ce dernier s'exclama à quel point il détestait son seigneur. Gandalf dit à Grima qu'il était libre de le quitter, mais il ne répondit pas. Le 22 septembre, ils entrent dans la comté, que son allié Lothos Aked-Bezas, qui n'a pas été perturbé par les événements ailleurs, a repris en main. Il s'établit à Hobbitbourg et passa ses derniers jours comme un petit seigneur voyou que ses bandits appelaient Charcou, ce qui signifie vieil homme. Il imposa un régime de terreur pour se venger des pacifiques hobbits. Mais même cette opération tomba à l'eau après le retour de Frodo, Sam et les hobbits. Il fut finalement trahi et tué par son propre laquais, Grima, le 3 novembre de l'an 3019, juste devant Cuxac. Saruman, qui était un Maya, avait perdu sa forme avec sa mort. En tant qu'esprit discorporé, il s'est tourné vers l'ouest, mais un vent est venu de cette direction et l'a repoussé. Apparemment, son esprit est resté nu, impuissant et errant en terre du milieu, un peu comme celui de Sauron après la destruction de l'anneau unique. Ainsi, voici l'histoire plus complète de Saruman le Blanc. Mais je pense que cette histoire ne serait pas tout à fait terminée sans un mot sur le grand Christopher Lee qui l'incarna dans les films de Peter Jackson. En hommage. Grand homme à la vie bien chargée, je ne vais pas vous faire un résumé complet de sa vie. D'autres chaînes l'ont sûrement accompli et bien mieux que je ne le ferai jamais. Je vais me contenter d'une ou deux anecdotes concernant le Seigneur des Anneaux. Je vais commencer par la plus évidente, la scène de la mort de Saruman dans Le Retour du Roi. Jackson désirait au début que Saruman pousse un hurlement déchirant à sa mort, poignardé dans le dos. Mais Christopher Lee refusa, lui indiquant que ce n'était pas possible de crier quand on se faisait poignarder dans le dos. Et l'acteur de se lancer dans une explication du bruit produit par une telle agression et qu'il savait le bruit que ça faisait. Vraiment. Bruit que l'on peut retrouver dans la version longue. Mais je ne doute pas que cette anecdote soit presque aussi connue que celle de l'orteil de Viggo Mortensen. Vous la connaissiez? Dites-le moi en commentaire. Bien sûr, je pourrais vous dire que Lee est le seul acteur de la trilogie à avoir rencontré Tolkien, même si croiser serait plus juste selon l'acteur lui-même. Il est possible de trouver un livre audio des Enfants de Húrin entièrement lu par Christopher Lee, en anglais bien évidemment, bien qu'il fût capable de parler l'italien, l'allemand et une bonne partie de français. Il est rapporté comme un fait exceptionnel dans plusieurs listes que j'ai consultées pour faire cet épisode, que l'acteur lisait Le Seigneur des Anneaux dans son entièreté au moins une fois par année. Pour ma part, je n'y vois rien d'exceptionnel, non? La dernière apparition de Christopher Lee dans un film date de 2014, dans Le Hobbit, la bataille des 5 armées, et ses derniers mots au monde du cinéma furent « Leave Sauron to me ». Leave Sauron to me. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le liker, à partager et plus que jamais, à me soutenir sur les différentes plateformes selon vos envies et surtout selon vos moyens. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!